Donc on doit prendre quelques risques qui sont mesurés et on doit remettre l'humain au centre en le remettant non pas à côté, mais à la place du client, parce que la valeur pure de l'entreprise, c'est l'humain, et c'est pas le client au final, contrairement à ce que beaucoup pensent. Je suis parfaitement aligné, mais on a aussi signé quelques deals sur des petits comptes, et là c'est vrai que j'étais assez bluffé, et sur la partie commerciale, c'est génial, quoi. Tu vois le fondateur ou quelqu'un du codir et voilà qui est capable de signer rapidement. Et en fait, il se pose pas toutes ces questions liées au risque. Je crois que dans les grosses boîtes, c'est aussi cette culture de se dire attends, si je prends cette décision sans avoir mes 8 validations en interne, il est possible que tout retombe sur moi, alors que si j'ai 8 contre-validations, c'est une décision qui est collégiale. Et c'est un peu aujourd'hui ce qui freine, je pense, les projets d'IA. Et ensuite, il y a aussi un enjeu qui est clé sur toutes les grosses boîtes qu'on accompagne. En tout cas, les Françaises, c'est qu'elles attendent aussi l'arrivée d'un champion français qui maîtrise et qui rassure sur la souveraineté des données pour puisse poser toutes ces questions. Le barbu qui parle RH, c'est du miel dans vos AirPods. Bienvenue dans le monde du RH qui bouge et qui prépare aujourd'hui le monde de demain. Moi, c'est Nico. Je travaille dans les RH depuis plus de 15 ans. Et je vous partage mon expérience à travers des clés et des interviews super stimulantes. Et pour nous accompagner, ce podcast est soutenu par Le Figaro Emploi et a été produit dans leur magnifique studio parisien. Vous êtes prêts à attacher vos ceintures? C'est parti! Bonjour à toutes et à tous, alors merci d'être présents pour ce nouvel épisode du podcast du Barbu qui parle RH et aujourd'hui on va parler transformation digitale des RH. Mais on va essayer un petit peu de changer le modèle de discussion sur le sujet, on va essayer de le regarder en profondeur et de prendre de la hauteur et du recul sur l'évolution digitale et l'actualité et le futur du digital et de l'IA pour les RH. Et pour parler du sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Kevin Coléos. Salut Kevin, comment ça va? Salut Nicolas, ça va très bien, merci à toi. Écoute, merci d'être présent pour parler de ça aujourd'hui. Et alors, je vais pas tuer le suspense, je vais plutôt te laisser te présenter pour que tu expliques un petit peu à tout le monde pourquoi je suis super heureux de t'avoir sur le sujet et pourquoi tu vas être ultra pertinent et que tu vas nous apprendre plein de trucs pendant ces quelques minutes de podcast. Super, sans aucune pression. Je suis Kevin Colo, je fais partie des cofondateurs de KMB Labs. KMB Labs, c'est une startup spécialisée dans les technologies conversationnelles. Donc, on travaille au quotidien sur des sujets d'IA, mais toujours avec comme fil conducteur le conversationnel pour créer de la conversation, créer du contenu. Et plus globalement, je suis dans le monde des RH depuis une dizaine d'années. J'ai travaillé chez Figaro Classifieds, Job Teaser, une agence de com qui s'appelle MyRH Community, qui s'appelait MyRH Community, qui s'appelle maintenant The Social Republic, sur des sujets évidemment que tu connais très bien. Et on a cofondé KMB Labs il y a environ 6 ans. Et ça fait environ 2 ans et demi qu'on est à temps plein sur le sujet et on vient de rejoindre le groupe Cegid. Donc ça fait quand même pas mal de temps maintenant que tu es dans le milieu. Ça fait ça fait une dizaine d'années, grosse dizaine d'années 2013. 2013, donc 11 ans que tu es dans le milieu. C'est plutôt une belle période. Tu as dû voir pas mal de choses, on va en parler. Mais juste avant, est-ce que tu peux réexpliquer à tout le monde, pour celles et ceux qui ne seraient pas forcément au fait de ces termes-là, ce que c'est que le conversationnel et ce que ça représente ? Oui, alors lorsque je dis qu'on travaille sur de l'IA conversationnelle pour vulgariser, en fait, notre métier, c'est de comprendre la complexité du langage humain et d'envoyer le bon contenu. Donc, sur l'emploi, on a 2 grosses familles de demandes qui peuvent émerger. On va avoir évidemment des candidats qui arrivent sur un site carrière ou une plateforme de messagerie pour chercher un job. Donc, 80% des questions qu'on reçoit, c'est de la recherche d'offres d'emploi. Bonjour, est-ce que vous avez une offre de commercial à Paris en CDI? Donc, on comprend cette requête et on envoie tout de suite les offres. Alors, ces solutions font sens parce que ça donne de l'interactivité, de l'intelligence et surtout de la vitesse dans le parcours candidat. Et évidemment, on est en 2024, mais les sites carrières sont encore pour la majorité assez peu efficients. Et 20% du temps, on va avoir plutôt des candidats qui vont avoir des questions pour de l'aide à la décision. Est-ce que vous avez des tickets resto, votre politique de management, vos engagements RSE? Et on va essayer évidemment de valoriser les atouts de l'entreprise pour donner la réponse la plus intelligible possible à notre cher candidat. C'était important que tu le redéfinisses. Pourquoi? Parce que les gens entendent souvent chatbot et ils perçoivent que c'est quelque chose de très simple. C'est-à-dire qu'on pose une question et forcément il y a une réponse associée. Non, vous créez de la conversation. Vous êtes là pour comprendre le langage humain. Tout ce que font aujourd'hui les IA type GPT et compagnie, on en reparlera par la suite. Vous êtes là pour comprendre le langage humain et pour comprendre réellement quelle réponse attend la personne. Et pas forcément quelque chose de automatique, même s'il y en a certaines qui sont automatiques naturellement. Pas forcément quelque chose de automatique, c'est quelque chose qui doit être compris. Donc je trouve que c'était important que tu remettes le sujet. Mais je suis aussi content que tu le mentionnes parce que, évidemment, nous, quand on s'est lancé en 2016, en fait, c'était grâce ou à cause de Facebook qui annonçait une grande conférence en avril 2016 qui s'appelle la conférence F8 et ils annonçaient l'arrivée des chatbots sur Messenger. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu cette explosion à partir de 2016. Rapidement, on était parmi les premiers à créer en tout cas un environnement tech qu'on allait mettre sur Messenger connecté aux ATS. Et c'est vrai qu'on s'est un peu...
On a fait beaucoup de R&D, on a passé beaucoup de temps en fait à créer des chatbots qui étaient vraiment capables de comprendre la complexité du langage humain, mais c'était des anciens systèmes d'IA, enfin on en reparlera après, mais c'est de la classification de données, donc il y avait moins de granularité, moins de profondeur dans les réponses. Et en fait, c'est un marché qui a été attaqué, je dis pas ça du tout parce que tu représentes une agence, mais qui a été beaucoup attaqué par les agences, alors moins de comme RH, mais plutôt les agences de communication traditionnelles qui n'avaient pas trop perçu l'intérêt et la promesse des chatbots. Et en fait, ils avaient créé beaucoup de chatbots pour leurs clients, qui vendaient bien plus cher que nous. D'ailleurs, ils étaient vraiment meilleurs dans la vente, ou en tout cas, ils connaissaient les briefs et les budgets de leurs clients. Et en fait, c'était des arbres de décision qui étaient guidés. Donc en fait, on avait toujours l'impression de parler à des chatbots qui étaient idiots, et ça a fait beaucoup de mal à l'industrie. Donc évidemment, un grand merci à l'IA générative et l'arrivée de ChatGPT, qui redonne évidemment un nouvel élan, une nouvelle hype au chatbot pour les candidats, mais également les consommateurs, et surtout les consommateurs, puisqu'un candidat, c'est avant tout un utilisateur dans sa vie de tous les jours. On est bien d'accord. On replongera dedans tout à l'heure, mais je vais te poser la première question. Alors, ça fait pas 30 ans que tu es dans le milieu, ça fait une grosse dizaine d'années, mais si jamais on prend un petit peu plus de hauteur, si on prend la perspective de ces 30 dernières années, pour toi, la digitalisation, l'arrivée de l'IA dans les RH, on est plutôt sur une évolution ou sur une révolution? Je t'explique pourquoi je te pose cette question, c'est parce que on a toujours l'impression, en fait, que quand il y a quelque chose qui arrive, c'est une révolution. Mais souvent, c'est pas forcément le cas. C'est plutôt une évolution du job en tant que tel, une évolution des outils qu'on va avoir, qui étaient déjà, entre guillemets, préexistants, mais qui ont été un petit peu démocratisés pour certains. Si jamais on prend dans les grandes largeurs l'idée de l'intelligence artificielle, tout le monde a l'impression que l'intelligence artificielle est une révolution aujourd'hui. Non, l'intelligence artificielle n'est pas une révolution. Ça fait plus de 80 ans que ça existe. C'est juste que la démocratisation de l'intelligence artificielle est une révolution, tu vois. Donc c'est un petit peu de côté un petit peu sémantique, philosophique, pensée. Pour toi, c'est plutôt une révolution, une évolution justement, cette digitalisation, et cette arrivée de l'IA dans les RH. Moi, je vais parler plus d'évolution. J'aime pas trop le terme révolution qui est un peu galvaudé. Mais en fait, si on prend un peu de recul, évidemment, les RH utilisent déjà de l'IA depuis bien longtemps. En fait, la révolution, c'est plutôt dans l'approche. J'avais entendu sur un podcast, et peut-être chez toi d'ailleurs, ou je sais plus où est-ce que je l'avais vu. Ça devait certainement être chez moi dans tous les cas. Ça devait certainement être chez toi, ou en tout cas, c'est un intervenant qui aurait toute sa place chez toi. Il disait en fait qu'on passe de l'ère de l'IA pour tous à l'IA par tous. Et en fait, j'y crois à fond, c'est-à-dire que ChatGPT en fait nous montre que rapidement on peut utiliser l'IA, que ce soit pour de la création d'images, de textes, d'audio, mais en fait c'est vraiment accessible à tout le monde. De la même façon, tu as plein de startups qui gravitent, qui se créent sur l'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui il y a des modèles qui sont disponibles, et la petite boîte comme la grosse peut utiliser ces modèles un peu sur étagère qui sont déjà existants, et la petite ira d'ailleurs beaucoup plus vite, parce que la grosse va être entre guillemets challengée en interne sur le légal, l'IT, le RGPD, enfin voilà, toutes ces choses que les petites boîtes, entre guillemets, sur lesquelles elles vont s'affranchir. Et en revanche, en fait, les services RH utilisent déjà de l'IA depuis de nombreuses années. Je pense notamment à l'ossérisation. Donc, l'ossérisation, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu le parsing de CV. Donc, je dépose mon CV, les outils, les algorithmes ont été capables d'extraire du contenu pour remplir les ATS. On a aussi tous les sujets liés au matching. Donc, on va me recommander des offres d'emploi par rapport à mon profil. Alors, avec des niveaux de succès qui sont plus ou moins forts. Mais l'IA, c'est clair qu'elle a vraiment accéléré, on va dire, depuis une quinzaine d'années, c'est très lié en fait au big data et aux solutions SaaS. Plus on a de solutions SaaS avec des modèles qui sont puissants, plus on peut brancher des outils d'IA et donc avoir évidemment des outils qui sont un peu, on va dire, à la pointe de l'innovation. Mais si je mets des guillemets, c'est qu'évidemment, si vous allez sur un site carrière, j'étais encore hier avec un gros acteur bancaire sur son site, si je mettais conseillère, j'ai pas d'offre. Pour conseillère bancaire, conseiller, j'ai des offres. Donc quand on parle de matching, en fait, ça reste encore une blague quand même pour beaucoup d'ATS et souvent des gros acteurs américains qui n'ont pas du tout cette granularité dans la recherche. Comment t'expliques un petit peu à l'intérieur de ça, et tu vois, je réfléchis quand tu me parles, qu'il y a aujourd'hui quand même encore beaucoup de boîtes qui ne sont pas suffisamment digitalisées. Il y a encore énormément de boîtes, tu vois, qu'on amène à la digitalisation dans les RH. Tu le dis, il y a des... Bon, là, tu parles d'un gros groupe bancaire, donc c'est plutôt le côté matching, le côté contenu, IA, outils qui est mal utilisé. Mais il y a plein de boîtes aujourd'hui qui n'ont pas de site carrière en tant que tel. Il y a plein de boîtes où très mal. Il y a plein de boîtes qui aujourd'hui n'utilisent pas d'ATS. Il y a plein de boîtes qui... Comment on peut expliquer qu'en fait, c'est des outils qui existent depuis... autant de temps, parce que je suis complètement d'accord avec toi, ça fait... Moi, j'ai commencé un peu avant toi le travail dans les médias RH et dans ce secteur-là, mais déjà à l'époque, l'intelligence artificielle était utilisée dans ces outils, dans ces job boards, comme tu dis, pour du parsing de CV autre ou quoi.
les premiers job boards, donc la digitalisation du monde des RH a commencé vraiment, même avant, mais les premiers job boards sont arrivés de fin des années 90, donc c'était vraiment, ça arrivait en même temps que tout le reste. Donc c'est-à-dire que ça fait quand même un bon paquet d'années que c'est arrivé. Comment on peut expliquer que l'évolution n'a pas touché tout le monde comme ça ? Bah, je pense que tous les outils sont liés. En fait, pour une petite boîte, prendre un ATS, un outil de parsing à côté, c'est peut-être un peu compliqué. De la même façon, mener un chantier sur un site carrière, ça reste complexe. On se pose des questions d'un point de vue marque employeur, tonalité, champ lexical, enfin EVP, des sujets que tu maîtrises super bien. Les ATS aujourd'hui, quand on travaille avec un ATS, quel qu'il soit d'ailleurs, en général, on va déjà avoir plein d'IA à l'intérieur qui sera embarqué. Donc c'est une question qui se pose plus. On n'a pas encore de l'IA générative, mais on a de l'IA que je vais appeler plutôt traditionnelle ou prédictive. Ensuite, je suis pas convaincu que toutes les boîtes doivent avoir des solutions d'IA à foison. Tu mentionnais le site carrière. Aujourd'hui, est-ce qu'une boîte qui va avoir moins de 100 recrutements dans l'année a clairement besoin d'un site carrière ? Là, j'en suis pas convaincu. Enfin voilà, je ferais plutôt de la classification d'entreprises, ceux qui ont plus de 100 ou 200 recrutements sur l'année et les autres. Évidemment, à partir du moment où on a plus de 100 ou 200 recrutements, on se doit d'avoir des outils d'IA, mais sans s'en rendre compte quelque part. Mais là, tu parles d'IA, mais je te parle vraiment plus largement de la digitalisation en tant que telle, tu vois. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi, pas forcément nécessaire d'avoir des outils très développés. Là, vraiment, l'ensemble de la digitalisation, tu vois. Toi, tu étais avant chez MyRH, donc tu as vu quand même le côté digitalisation. Tu étais avant, tu as développé KMB Labs, donc tu vois, tu es vraiment au centre du sujet. Comment on peut expliquer qu'il y a encore des boîtes, justement, qui n'aient pas d'ATS, quoi, tu vois ? Comment on peut expliquer qu'il y a encore des boîtes qui n'aient pas forcément de site carrière ? Alors, je conçois le côté nécessité, vraiment, mais on est quand même à une époque, ce serait comme de dire, il y a encore des boîtes, et ça existe, qui n'ont pas de site web en tant que tel, tu vois. Comment on en arrive là ? Est-ce qu'il y a pour toi, il y a un manque d'imprégnation globale d'une partie des RH ? Est-ce qu'il y a encore ce côté RH qui est un peu mis de côté dans l'entreprise parce que justement, écoute, on arrive à faire 100, donc on ne va pas forcément se développer. C'est quoi ton avis sur le sujet ? Non, mais je pense que c'est exactement ça. En fait, déjà, la dynamique du RH qui devient un marketeur RH, ça fait quoi ? Ça fait 7-8 ans qu'il y a une dynamique qui est très forte. Les RH, c'est objectivement toutes les grandes boîtes, tous les gros annonceurs ont vraiment cranté. Aujourd'hui, les interlocuteurs sont plutôt de très bons niveaux et d'ailleurs avec un niveau de connaissance parfois supérieur à certains marketing, à certains services marketing en interne. Mais je pense que surtout, moi, je rencontre jamais un RH qui me dit je veux pas faire un super site carrière. En général, c'est juste qu'il y a une réalité économique. Le RH reste le parent pauvre de la communication. Il y a aussi, je pense, ce côté rassurant de faire comme on a toujours fait, acheter du job board, faire de la diffusion d'annonces. Mon site carrière, j'en ai pas, mais c'est pas grave, j'ai mon ATS de toute façon qui est connecté à mon job board, donc j'aurai mes candidatures. Tout est une question de priorité, et tant qu'on n'a pas le couteau sous la gorge pour avancer, il y a plein d'annonceurs qui n'avanceront pas. Ce qu'il faut bien avoir en tête aussi, c'est que c'est quand même des gros sujets de transformation où il faut des champions en interne. Ça, je connais bien le sujet. Quand on met en place un chatbot IA sur des clients qui sont hors Cegid, parce qu'évidemment, chez Cegid, c'est beaucoup plus simple. On a déjà toutes les clauses de confidentialité. Mon interlocuteur, ça doit être un champion. Donc, il faut vraiment qu'il soit motivé par le projet. Là, en général, ça va, c'est des gens qui sont moteurs. Mais une fois que je suis moteur, il faut en interne que j'ouvre des portes. L'IT, le juridique, le légal. Pour un site carrière, il faut souvent que j'échange avec le service communication corporate qui veut un petit peu m'apprendre la vie à moi, recruteur, sur comment est-ce que je communique en tant que recruteur. Et donc, en fait, il faut une énergie qui est démentielle. Et il faut vraiment des gens qui sont extrêmement motivés, impliqués dans leur travail. Et ça, je le constate tous les jours dans toutes les entreprises. On est un peu happé par son quotidien et c'est dur de dégager du temps sur des sujets qui sont super structurants. Donc moi, je l'expliquerais plus comme ça. Manque de budget et puis évidemment prioriser ces sujets, quoi. Ouais, donc du coup, si on fait le point un petit peu sur ce premier point global, tu vois, de évolution, révolution. Pour toi, c'est une évolution, le côté digitalisation il y a dans les RH depuis toutes ces années. Par contre, si on devait parler de révolution, ça serait l'acceptation et surtout la prise en main en fait de ces sujets par les RH et le fait d'avoir tous ces champions dont tu parles dans les entreprises qui seraient ces chefs de projet dans chaque boîte qui pourraient justement se dire ok, c'est à disposition, donc feu, on y va. Donc la révolution, ce serait le nombre de ces champions qui se multiplieraient, qui seraient devenus exponentiels dans ces années-là récentes et futures, qui ferait vraiment qu'il y aurait une digitalisation, une explosion de la digitalisation ou de l'IA dans les RH. C'est vrai que je n'avais pas pensé, tu vois, quand tu parles de chef de projet, je me rends compte que quand on a des clients qui ont un chef de projet RH ou chef de projet en dev RH, les projets vont beaucoup plus vite. Parce qu'en fait, c'est tout bête, dit comme ça. C'est un peu de la maïotique, tu me fais accoucher d'une réalité. C'est qu'évidemment, ils sont staffés pour, donc ils ont le temps de lancer ces projets, ouais.
Est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux aujourd'hui, toi, du niveau de digitalisation et d'imprégnation? Parce qu'on voit qu'on a parlé que c'était une évolution et tout, mais toi, tu le vois comment aujourd'hui? Tu vois des RH qui connaissent le milieu, qui sont curieux, qui sont complètement à côté. Parce que on sait qu'ils connaissent aujourd'hui, tout le monde connaît GPT. Si tu connais pas GPT, c'est que tu as vécu sur Mars pendant ces 2 dernières années. Mais clairement, il y a le côté connaître et il y a le côté savoir que ça peut vraiment être utile au quotidien. Et quand je dis savoir que ça peut être vraiment utile au quotidien, c'est pas simplement pour faire un post, pour rédiger une offre d'emploi ou quoi. GPT et tous les autres outils qui vont avec, donc AMB et compagnie, hein, tu vois, d'autres outils qui peuvent être autour. Tu les vois comment les RH à ce niveau-là? Ils se situent où? Vraiment, c'est encore une fois pas du tout prêts et ils y vont, ou vraiment précurseurs et ultra curieux sur le sujet. Chez KMB Labs, en fait, nous, on accompagne nos clients sur 3 environnements. Moi, j'ai commencé chez Figaro Classifieds comme toi, et en fait, malgré nous, on a un peu calqué le modèle, c'est-à-dire qu'on a des clients sur le marché RH, sur le marché immobilier, avec des boîtes comme Guy Hockey, Century 21, Foncia, enfin voilà, tous les gros du marché. Et on va aussi avoir des acteurs dans la formation, comme Segos ou des écoles, ou des clients RH internes, mais sur le scope formation. Et en fait, ce que je constate, donc je vais prendre les RH sur la formation à part, mais c'est qu'on a évidemment sur les RH des clients qui sont extrêmement riscophobes. Donc première étape, sur la première année et demie, c'était beaucoup de learning expédition, de formation, d'acculturation en interne, mais peu de projets vraiment concrets, sauf nos clients historiques qui étaient moteurs sur l'immobilier. Lorsqu'on est sur de la génération de leads ou sur la formation, c'est un business que je connaissais pas du tout à l'époque, mais en fait qui est extrêmement challenging. On va chercher à capter du lead, de la formation. On est sur des enjeux commerciaux. On se pose pas du tout ces mêmes questions. Enfin, lorsqu'on lance des initiatives sur l'immobilier, on va se dire combien de mandats je récupère ou combien de vendeurs je vais toucher. Mais en fait, la RGPD, ça arrive vraiment qu'en fin de cycle. On peut lancer des projets, enfin, sans aucun souci. Le RH, de base, il est riscophobe. Il va se dire, mince, je lance un projet qui peut impacter des données personnelles sur mes candidats. Dans la réalité, très peu. Et sur mes collaborateurs, là, c'est encore plus dur. Donc, j'embarque tous les services et donc, je suis un peu frileux. Donc, globalement, moi, ce que je peux te dire, c'est que nous, on parle essentiellement avec des boîtes issues du SBF 120, du CAC 40, toutes les boîtes qui participent à des concours ou des classements comme Universum ou Potential Park, ou des boîtes très innovantes qui sont avec assesseurs sur des univers comme HR on Mars. Toutes ces boîtes-là sont super curieuses, souhaitent, je ne vais pas dire avancer sur l'IA générative parce qu'on n'a pas avancé avec toutes, mais elles ont toutes des marqueurs d'intérêt et elles veulent toutes, en tout cas, avoir des informations, être tenues un petit peu informées des mises à jour. Sur les boîtes plus PME, grosses PME, là j'aurai moins de retours parce que c'est des annonceurs que je vois assez peu pour une raison en fait qui est très pragmatique, c'est que nous on travaille sur des solutions qui sont plutôt liées à la marque employeur. Donc c'est un peu l'étape ultime quand j'ai un site carrière, c'est comment j'ai des outils qui me permettent de mieux convertir. Et ces boîtes-là, t'en parlais juste avant, déjà, la première étape, c'est de les amener sur une dynamique où elles ont un site carrière, où elles s'outillent en marketing RH. Et en fait, le pas est trop gros, quoi. On peut pas leur faire sauter des étapes, ça n'aurait aucun sens. Il y a 2 points que tu soulèves dans ton discours qui sont assez intéressants. Le côté un peu riscophobe des RH, c'est une réalité. Parce que là, tu vois, quand on t'en parle, effectivement, le côté légal, le côté juridique, le côté lourd, le côté risque assez profond, tu vois, de la gestion de l'humain est quand même assez présent dans les RH, ce qui est normal, et fait peser justement cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, en se disant il faut que je fasse hyper gaffe à tout, parce que sinon, ça touche l'humain, donc on va se faire attraper dans tous les sens. Tu as tendance à te risquer un petit peu plus d'un point de vue business, comme tu le disais, alors que pourtant, in fine, le business, c'est aussi risqué. Parce que demain, tu plantes ton business, tes ressources humaines, tu les mets à la porte. Parce qu'elles n'ont plus de boulot, tu n'as plus de quoi les payer, donc c'est terminé. Donc, c'est plutôt une appréhension du business différente. Et je ferai une extrapolation, tu vois, par rapport à ça, et justement qui reprend ton discours, qui est que dans mon vécu aujourd'hui, avec plus de petites et moyennes entreprises que de grosses, comme vous avez l'habitude de gérer, les boîtes qui sont les plus innovantes sont celles dans lesquelles on a soit un vrai HRBP, quand je dis HRBP, c'est le vrai business partner, clairement, soit une personne qui est assimilée justement à HRBP. Pourquoi ? Parce que ce rôle de business partner qui est, je pense, assez galvaudé dans beaucoup d'entreprises, dans certaines et dans celles qui le prennent vraiment dans le bon sens du terme, c'est vraiment des gens qui sont là pour faire avancer le business de la boîte, réellement en tant que tel, tu vois. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il y a une dimension
qui est une dimension risque différente, parce que l'objectif, en fait, est un objectif de business. Donc, ils ont réussi à faire basculer sémantiquement le côté candidat-collaborateur dans un mix un petit peu de client-collaborateur. Et donc, du coup, on n'est plus sur des gros mots quand on parle de risque. On mesure toujours ces risques, mais on les mesure dans un sens où on se dit, on va les mesurer par rapport à l'intérêt et à l'optique du développement de la boîte, tu vois. Donc, en gros, dans ton discours, je trouve les deux choses assez intéressantes. C'est-à-dire que oui, il y a un potentiel, enfin si je résume, je pense que oui, il y a un potentiel d'évolution, de curiosité, de développement de toute la partie digitalisation IA qu'il y a aujourd'hui chez les RH, à condition de le prendre sous le bon angle, c'est-à-dire sous l'angle du développement de la boîte et du « ouais, ok, d'accord, on doit prendre quelques risques, mais de toute façon, quand tu développes une boîte et quand tu fais vivre une boîte, tu es obligé de prendre des risques. Donc on doit prendre quelques risques qui sont mesurés et on doit remettre l'humain au centre en le remettant non pas à côté, mais à la place du client, parce que la valeur pure de l'entreprise, c'est l'humain, et c'est pas le client au final, contrairement à ce que beaucoup pensent. Je suis parfaitement aligné, mais on a aussi signé quelques deals sur des petits comptes, et là c'est vrai que j'étais assez bluffé, et sur la partie commerciale, c'est génial, quoi. Tu vois le fondateur ou quelqu'un du codir et voilà qui est capable de signer rapidement. Et en fait, il se pose pas toutes ces questions liées au risque. Je crois que dans les grosses boîtes, c'est aussi cette culture de se dire attends, si je prends cette décision sans avoir mes 8 validations en interne, il est possible que tout retombe sur moi, alors que si j'ai 8 contre-validations, bah, c'est une décision qui est collégiale. Et c'est un peu aujourd'hui ce qui freine, je pense, les projets d'IA. Et ensuite, il y a aussi un enjeu qui est clé sur toutes les grosses boîtes qu'on accompagne. En tout cas, les Françaises, c'est qu'elles attendent aussi l'arrivée d'un champion français qui maîtrise et qui rassure sur la souveraineté des données pour puisse poser toutes ces questions. Ouais, alors que pourtant, on est quand même plutôt bien calibré et bien réglementé sur la protection des données. Est-ce qu'il y a vraiment des soucis à se faire sur ce sujet pour de vrai ? En fait, je pense qu'il y a différents sujets. Si je vais peut-être scinder, par exemple, Cegid, qui est le numéro 2 des solutions SaaS aujourd'hui en Europe. Bah là, évidemment, il y a plein d'outils. Vous pourrez regarder Cegid Pulse, c'est des outils en fait qui vont permettre d'enrichir le métier avec des agents conversationnels qui seront extrêmement puissants. On peut synthétiser une candidature très rapidement sur votre core HR, vous pouvez faire des extractions. Est-ce que tu peux me sortir tous les salaires à plus de tel montant ou les écarts pour faire un ajustement salarial? C'est extrêmement puissant. Et là, on est sur des données qui sont évidemment hautement sensibles. Il y a de la paye, etc. Et là, il faut un environnement qui est fermé. Nous, sur KMB Labs, en fait, c'était extrêmement simple. On crée des chatbots. Donc déjà, ce n'est pas des chatbots collaborateurs. On n'a pas de données collab, on a des données candidats. Le candidat, c'est un visiteur qui est anonyme. Donc on ne sait pas si je parle à Nicolas, à Kevin, à Alban, à Mathieu. Mais ce qu'on nous dit souvent, c'est sur un chatbot, on peut saisir tout type de données personnelles. Si je veux, je peux écrire, je m'appelle Nicolas Pazetti, mon numéro de sécurité sociale, c'est ça, et mon numéro de carte bleue, c'est ça. Et là, on nous dit, le chatbot, c'est un appel à la conversation. Comment vous m'assurez qu'il n'y ait pas de données personnelles qui transitent par des plateformes génératives? On leur dit, mais c'est quand même complètement lunaire. Quand vous êtes sur un formulaire, sur un site, dans un ATS, votre candidat, il peut écrire votre prénom, votre nom et mettre son numéro de sécurité sociale. C'est la même chose. Bon, bref, tout ça pour te dire qu'on a dû développer un outil qui permet, quand il y a une donnée personnelle, de la détecter directement dans la barre de texte. Donc, je transmets ça, en gros, à OpenAI et les plateformes d'IA générative en disant, bonjour, je m'appelle Nicolas, ou je l'enlève, c'est une donnée personnelle Nicolas. Je m'appelle first name, last name. Mon numéro de carte bleue, c'est CB, et je recherche un job à Paris. Comme ça, on fait quand même une recherche d'offres d'emploi à Paris, on délivre les offres, et puis les plateformes LLM, on appelle ça comme ça, n'ont pas tes données personnelles. Mais en fait, on arrive sur des niveaux parfois de demandes qui sont dingues, parce qu'en fait, les données personnelles, ça peut fuiter sur un site depuis toujours. Ouais, mais je pense que c'est aussi un sujet d'acculturation sur le sujet, on est bien d'accord, parce que est-ce que tu trouves pas qu'on est quand même beaucoup plus frileux en France parce qu'on a une plus grande méconnaissance en fait justement de ce sujet-là et on a une moins grande confiance dans les boîtes sur leur dimension à gérer ce type de problématique RGPD? Je ne dirais pas que ça vient de la France. Enfin, de toute façon, sur l'IA, on voit bien que tu as eu l'IA Act, tu as le règlement européen. Donc, en Europe, on est très fort pour légiférer. Et forcément, quand tu es une grosse boîte, tu assures une conformité. Donc, tu dois être... mais tu vois, regarde, par exemple, l'IA Act te montre quand même que aujourd'hui, tu peux pas monter une boîte d'IA si jamais tu n'as pas quand même une certaine dimension, enfin une certaine appréhension du sujet qui soit bien calibrée par rapport à ce que tu dois faire et par rapport à ce qui est mis dans cette IA Act, tu vois. Plein de gens se posent des questions à savoir est-ce que ça va décider à ma place? Est-ce que l'IA, on va la prendre pour faire pour prendre telle décision dans l'entreprise, pour
pour jouer sur tel aspect, sur tel sujet. L'IA Act, en fait, répond à ce genre de choses. Donc, c'est-à-dire que, est-ce qu'on n'a pas tendance à ne jamais faire confiance, justement, par méconnaissance du sujet? Si jamais les gens savaient que l'IA Act existait et s'intéressaient un petit peu au sujet, ils sauraient qu'aujourd'hui, tu ne peux pas. Tu peux toujours, bien évidemment, mais tu n'es pas censé pouvoir développer une boîte qui développe un outil décisionnel sur l'intelligence artificielle pour des décisions, justement, qui ont trait aux ressources humaines. Parce qu'on parle des ressources humaines. Donc, normalement, tu dois te dire, OK, bah écoute, vas-y, je me laisse porter. De toute façon, ça n'est pas possible légalement. Donc, j'y vais. Je pense que le problème de beaucoup d'annonceurs, c'est que ils attendent un peu l'outil parfait qui répond déjà à toutes ces questions. Alors qu'évidemment, enfin, même moi, je suis incapable de dire que je vais vendre un outil d'IA qui est parfait. L'outil d'IA, il est imparfait. Enfin, quand tu parles de biais, enfin, toutes les IA ont déjà des biais, puisqu'évidemment... Enfin, tu vois, je prends l'exemple le plus simple possible. Je suis de formation commerciale. On va me proposer que des jobs de commerciaux. Et c'est pas bête, hein. C'est vraiment de la recommandation. C'est de l'IA traditionnelle, comme sur Netflix. J'ai regardé des films d'horreur, donc on m'en propose. Mais peut-être que j'aimerais autre chose. Enfin, tu vois, il y a l'exemple beaucoup de Microsoft qui promouvait essentiellement plutôt des hommes au poste de manager. Mais l'IA faisait bien le job, puisqu'il regardait une étude empirique de ce qui avait été fait. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on a tendance à mettre tous les écueils sur l'IA, alors qu'on a les mêmes écueils, les mêmes problèmes sur des vrais humains. Mais on attend que l'outil soit parfait. Mais il sera, enfin, en fait, c'est comme un site carrière ou un ATS. Si vous attendez que votre ATS soit parfait, ben en fait, vous le prenez jamais. Enfin, il y a. Mais c'est ce que je te dis, et je pense que c'est quand même un sentiment assez français, quoi. C'est possible. On est assez basé sur le côté, justement, comme tu dis, parfait. On veut zéro erreur. Alors qu'on fait plein d'erreurs dans notre vie, alors qu'on est capable de mettre nos données sur tout un tas de conneries stratosphériques sur le web. Ce qu'on utilise ou ce qu'on veut nous vendre, entre guillemets, on veut que ça soit zéro erreur. Je trouve quand même que c'est un peu français. Bon, on va arrêter de parler de ce sujet parce qu'on est fiers d'être français quand même. On a un petit peu dévié et on est fiers d'être français. J'avais une question à te poser. Pour toi, aujourd'hui, est-ce que tu as des outils vraiment novateurs sur le côté digital et IA à nous présenter ou auxquels tu penses ou qu'on pourrait justement mettre en lien du podcast, sur lequel on pourrait avoir quelques curiosités? Non, parce que ce que je mettrais en avant, en fait, déjà, je suis un peu contre le fait d'avoir des stacks d'outils et d'avoir une multitude d'outils pour tout faire, parce que finalement, on fait rien. Donc, je préfère me concentrer sur un outil qu'on maîtrise parfaitement. Et je vous invite tous, évidemment, à ne pas parler de ChatGPT, mais en fait, à l'utiliser. Alors, ChatGPT, Mistral ou d'autres, peu importe, hein, parce que plus vous allez lui parler, plus vous allez être bon, plus vous allez mettre du contexte, et vous verrez qu'évidemment, vous allez pouvoir faire une multitude de tâches. Ce que je mettrais plutôt en avant, si j'enlève les outils d'IA, c'est plutôt des quick wins en tant qu'annonceur. Si vous êtes un annonceur et vous n'avez pas les moyens de vous payer une agence, d'avoir une charte visuelle, graphique, mais vous souhaitez quand même prendre la parole, il y a plein d'outils qui existent. Alors j'enfonce des portes ouvertes, évidemment il y a Canva, mais encore une fois, ça vaut peut-être le coup de faire une formation Canva avec des experts, dont des agences ou d'autres, pour vous montrer comment l'utiliser, avoir rapidement une identité. Sur les vidéos, les petites capsules, je vois pas d'RH qui utilisent des outils comme Sendshort par exemple. Enfin, aujourd'hui vous faites une vidéo avec un montage qui est presque de la qualité de ce podcast en une minute. Enfin, il n'y a plus besoin d'avoir trop de compétences sur le montage si on n'est pas comme aujourd'hui sur du multicaméra. Donc voilà, ce serait plus des petits outils comme ça. Mais dans l'idée, enfin voilà, je vous dirais évidemment, prenez le pli du conversationnel, utilisez ChatGPT et faites-le travailler à votre place. Et laissez-vous challenger par lui, en lui posant des questions, en lui demandant de vous challenger pour justement affiner votre raisonnement. Ultra intéressant sur le côté challenger justement sur GPT. On va repartir dessus, ça peut être intéressant. Ce que tu viens de dire, c'est ça, c'est arrêter de penser qu'il faut faire un prompt parfait pour pouvoir utiliser GPT. Essayez aussi d'être itératif sur le sujet, de lui faire vous poser lui-même les questions en fait auxquelles vous n'auriez pas pensé. Je pense que c'est vraiment ça aussi le truc, tu vois, c'est de se dire, aujourd'hui il y a des personnes qui ne vont pas dans le fond de GPT parce qu'ils disent, bon bah ok, je sais faire que un prompt pour de la création de posts ou des choses comme ça, mais non, on s'en fout. Vas-y quoi, va tester, va poser des questions, va te planter, va demander à l'IA de te dire ce que lui aurait posé comme... Enfin, vas-y, itère quoi. Enfin, je sais pas, je pense que c'est la base du sujet, non ? Je pense que c'est la même chose que Google. Enfin, je m'inclus dedans, mais je pense que je fais partie des 98% des gens qui savent pas utiliser Google. Et quand vous suivez des experts sur LinkedIn, sur le sourcing sur Google, si je prends l'exemple des RH, c'est quand même assez bluffant, quoi. La façon dont on peut faire du sourcing ou avoir une finesse, une granularité dans le niveau des réponses ou des profils qu'on recherche, GPT, c'est exactement la même chose. Apprenez à vous servir de l'outil. Et prompt, j'aime pas trop parler de prompt parce que quand je suis des experts comme Stéphane Mallard ou d'autres, ou ce qu'on constate au quotidien, c'est que celui qui fait un excellent prompt aujourd'hui, enfin dans 8 mois, ça n'aura plus aucune valeur. Enfin, l'outil va se prompter tout seul. Là, l'enjeu plutôt de ces machines, et je pense que tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est plutôt sur la
fiabilisation des données. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ChatGPT a ingurgité des millions et des milliards de données, et c'est une approche par similarité, donc on va toujours essayer de faire une réponse par rapport au contenu qui est le plus pertinent. Mais en fait, aujourd'hui, ça marche pas ou peu, parce que les questions sont trop générales par rapport à la finesse du contenu. Et en fait, il y a une vraie révolution qui est en train de se mettre en place, c'est ce qu'on appelle le RAG agentique, ou un petit peu les chatbots multi-agents. En fait, les chatbots sont très bons pour faire une seule chose à la fois, enfin les IA, pour faire une seule tâche. J'extrais du contenu texte, j'extrais du contenu visuel, je transforme en texte, je classe des données, une seule tâche. Donc le jour où il y aura une IA générale, en fait, ce sera plein de petites IA qui vont travailler de façon autonome. Et là, c'est vraiment l'avenir de GPT, c'est que c'est de l'IA agentique où on va avoir plein de chatbots et sur une même question, ils vont se challenger. Donc, typiquement, je fais un prompt, un prompt ou une demande. Est-ce que tu peux me faire un résumé de ce texte sur tel contexte ? Tu vas avoir des chatbots qui se parlent pour dire, OK, quel est le texte ? Quel est le contexte sur ce texte ? Est-ce qu'on pourrait pas poser des nouvelles questions par rapport à la question que Kevin a posée qui serait plus pertinente, et en fait ça va travailler de cette façon. Donc c'est comme si j'ai plusieurs agents ou une équipe, quoi. C'est comme si j'avais une équipe qui travaillait pour moi. Et donc là ça va arriver, en tout cas côté KMB d'ici quelques semaines dans nos produits, mais c'est extrêmement puissant, notamment sur le volume de données, et je pense que c'est ces évolutions qui vont aussi rassurer les utilisateurs, parce que en fait moi je suis déformé, je l'utilise tous les jours, donc je suis beaucoup plus tolérant avec la machine. Mais quand on est un nouvel utilisateur, ou quand je suis un candidat, j'arrive sur un site carrière, la première fois j'ai un formulaire, ça bug une fois sur 100, je me dis quel site carrière pourri, j'y retourne plus. Mais GPT c'est pareil en fait, s'il me répond une fois à côté de la plaque, je me dis j'y retourne plus, l'utilisateur lambda, alors qu'en fait le potentiel il est infini, quoi. Est-ce que la réponse à cette question, quels sont les outils les plus novateurs ? Est-ce que ce ne serait pas justement ceux qui existent aujourd'hui, mais ce n'est pas l'outil en lui-même qui va être novateur, ça va être la manière de l'utiliser et l'extraction de tout ce qui est possible à l'intérieur qu'on va pouvoir en faire dans les mois, dans les années à venir. Ouais, je pense, et c'est aussi une question de mindset. Alors, je veux pas dire que le mindset, c'est un outil, mais moi, je côtoie au quotidien des développeurs, et c'est vrai que cette façon de travailler de façon très itérative, très agile, je pense qu'on devrait tous se l'appliquer et fonctionner, oui, par petits objectifs, par sprint, comme ils font, pour aller chercher justement de la valeur sur les outils qu'on utilise. Ouais, c'est ça. Tu parles d'agents parce que vous créez des agents conversationnels, mais au final, aujourd'hui sur GPT, ceux qui bossent le plus sur le sujet se créent des agents d'IA à l'intérieur du sujet pour pouvoir justement les faire bosser sur tel ou tel sujet. Alors sur GPT, c'est un peu compliqué là sur celle qu'on a de les faire bosser et de les faire parler entre eux. C'est pas possible sur la version classique et ouverte au public, mais c'est ce que toi aujourd'hui ou demain vous allez faire avec KMB Labs, ce qui est super intéressant, mais qu'on peut déjà faire par portion. Et donc du coup avoir des assistants, quoi. Des assistants qui nous aident sur tel ou tel sujet. Et toujours pareil, je pense que là où il faut revenir sur le point pour éviter aussi de faire peur à tout le monde, on n'est pas sur du transfert de compétences en tant que tel. On est sur de l'accompagnement, en fait, à l'évolution des compétences dans les différents jobs. C'est-à-dire que l'idée, c'est que l'intelligence artificielle n'est pas là pour remplacer, elle est là pour exhauster, pour faire des jobs plus performants et des personnes plus performantes, en tout du moins sur la valeur ajoutée. Parce qu'on va le répéter, parce que je veux le répéter à chaque fois, l'intelligence artificielle n'a rien d'intelligent. Elle ne réfléchit pas. Elle pose juste, en fait, des réponses par rapport à des questions qu'on a posées sur des raisonnements mathématiques. Donc, il n'y a aucune réflexion derrière. Il faut l'humain derrière pour pouvoir avancer, pour pouvoir bosser. Mais ces agents, ces assistants IA, ces agents conversationnels sont là pour faciliter et pour fluidifier une certaine partie du travail. Bon, je suis quand même content de ne pas être traducteur aujourd'hui parce que je pense que j'aurais quand même un peu d'inquiétude pour mon job. Mais quoique, tu sais, parce que juste, je fais la parenthèse sur le côté traducteur, parce que encore une fois, je te dis n'importe quoi, mais est-ce que tu penses et là, c'est une vraie question. Moi, je suis fan de BD. D'accord ? Je suis fan de BD, je suis fan d'Astérix particulièrement. Je suis moins fan de Tintin, mais je m'intéresse beaucoup à toute la partie, écrite de Tintin, à toute la partie texte de Tintin. Est-ce que tu penses, sincèrement, qu'aujourd'hui, les IA sont capables de créer, de recréer cette subtilité qu'il y a dans ces textes-là et dans ces BD-là ? Moi, je pense pas. Parce que justement, ça doit arriver de la réflexion et du cerveau humain pour pouvoir justement la créer. Je pense que demain, quand même, on arrivera sur des niveaux de performance qui sont assez dingues. Il y a un site que j'adore, qui est plus trop animé, s'appelle Joox. Je sais pas si tu connais. Tu vas te marrer. En gros, c'est des textes qui sont écrits avec une tonalité qui est très véhémente. Et en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais demandé à GPT, en reprenant plein d'articles, de m'écrire des articles sur les RH avec exactement cette tonalité.
Et franchement, c'était bluffant. Donc évidemment, pour avoir un niveau de performance qui était top, j'ai dû avoir 15 ou 16 itérations, mais c'était vraiment bluffant. Et je pense que si celui qui prompte évidemment la machine, c'est peut-être celui qui a écrit Tintin ou qui continue de les écrire, enfin je connais pas l'historique, je sais pas s'il est encore de ce monde, non, il est plus de ce monde, et bien évidemment on arrivera à des niveaux de performance qui sont top, quoi. Écoute, c'est quoi ça? Tu me challenges. Je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de faire une itération sur ce sujet parce que je l'ai jamais faite. Mais je suis assez, je suis assez sceptique parce que encore une fois, c'est des subtilités de la langue française qui sont extrêmement précises. Que ça soit dans Tintin, c'est plus la partie contrepétrie, ainsi de suite et tout. Donc ça, je sais pas. Je pense que ça doit être envisageable si on explique, mais il doit falloir, à mon avis, rentrer pas mal de données à l'intérieur. Sur un truc, tu vois, comme Astérix, il y a quand même vraiment une vraie subtilité de la langue française. Donc, je me challenge. Je vais aller essayer de voir ce qu'on peut faire avec. On n'a pas un usage qui est trop créatif. Nous, chez Cambly Labs, on est sur des sujets RH, donc un peu sérieux, quoi, hein, vraiment cantonné à l'existant. Mais ce que disent quand même beaucoup d'experts, c'est que l'IA est très forte pour faire des tâches qui sont créatives, enfin l'IA générative, j'entends, et a priori beaucoup moins forte pour des tâches logiques. Et c'est vrai que quand je demande à ChatGPT de me faire des calculs, enfin souvent il se plante, c'est pas terrible. Mais c'est vrai qu'il me bluffe quand même par son pouvoir de création, donc évidemment je préférais toujours en fait lire des livres et des BD en sachant que ça a été écrit par des vrais humains, mais je pense qu'on peut être quand même agréablement surpris par l'IA. Je vais challenger ça. On va arriver à la fin du podcast. Du coup, là, on a parlé de ces 30 dernières années, on a parlé de l'IA aujourd'hui, on a parlé d'évolution de la transformation digitale et de l'intelligence artificielle pour les RH, du fait qu'il y ait potentiellement une révolution qui arrive dans l'acceptation, dans l'utilisation de tous ces outils, ce qu'on peut en faire, le fait qu'il n'y ait pas forcément aujourd'hui d'outils qui soient novateurs, pas depuis quelques années, mais que c'est plutôt l'extrapolation et l'utilisation ultime de ces outils qui va être quelque chose de novateur. Alors, je te demande pas une baguette magique, je te demande pas d'être Nostradamus, mais si jamais tu devais te projeter dans 5-10 ans, tu le verrais comment le Future of Work dans 5-10 ans, et tu le verrais comment non seulement la présence de l'IA dans les RH et du digital dans les RH, mais en plus son acceptation par les RH eux-mêmes. Elles-mêmes plutôt. Moi, comment est-ce que je vois l'avenir? Je le vois forcément de plus en plus conversationnel, parce que l'humain, en fait, moi j'ai 4 enfants et je les vois en tout cas dans les usages, je les vois grandir. L'humain, il est pas fait, on va pas apprendre à se servir d'un ordinateur ou d'une machine. La priorité, c'est de savoir parler. Et en fait, là, la promesse de l'IA, c'est assez forte, c'est qu'il n'y ait plus d'interface en fait entre la recherche, l'expression de besoin et la réalité qui est fournie par la machine. Donc je le vois évidemment de plus en plus conversationnel, que ce soit pour les candidats, mais surtout sur toutes les couches métiers. Et surtout, aujourd'hui, quelqu'un qui a 18 ans, il se dit pas j'utilise Internet. Enfin, quelqu'un qui a 45, 50 ans, il a connu, tu vois, c'est plus la même chose. Pour lui, c'est de l'informatique. Mais en fait, moi, je le vois comme ça en me disant que demain, dans 10 ans, on ne sait pas qu'on utilise de l'IA. En fait, ce sera que de l'informatique et ça nous semblera couler de source. Donc, j'ai pas d'outil magique, mais forcément du conversationnel qui est infusé dans toutes les couches logicielles. Et même, on va s'affranchir aussi de l'ordinateur, du mobile. Peut-être qu'évidemment, on aura une autre façon de consommer l'information qui sera plus vocale, qui sera plus connectée. Tu vois, Facebook et Meta annoncent déjà la fin du téléphone portable avec d'autres outils qui arrivent. Donc, ce sera sans doute lié à ça. Et puis également avec une grosse pénétration des outils de réalité virtuelle. Enfin, quand on voit l'Apple Vision ou même Meta qui lance ses derniers casques, c'est quand même assez bluffant. Et quand on regarde ce que peuvent faire certains acteurs sur la formation dans le monde du SIRH, que je ne citerai pas, il y a aussi des formations en réalité augmentée, et c'est assez puissant parce que dans le monde de la formation, on n'en a pas parlé aujourd'hui, c'était plus recrutement, mais il y a des acteurs qui proposent en fait de créer des formations en IA générative de façon instantanée. Je sais que je vais avoir un job, dans la préparation de commandes, j'écris mon scénario, le cadre, et en fait, automatiquement, j'ai un paysage qui se crée et je suis déjà dans le contexte. Et ça, c'est quand même super puissant. Je pense notamment sur les métiers médicaux, sur les métiers qui demandent quand même une préparation et une répétition des gestes. Sur le côté formation, je suis d'accord, ça peut être extraordinaire. Et il y a déjà plein de formations qui existent en réalité virtuelle qui sont hyper intéressantes. Je trouve même ça encore plus intéressant, tu vois, j'avais entendu parler de ça et je mettrai aussi un lien en commentaire. Au tout départ, c'était sur des formations plus liées à la discrimination en entreprise, où on te remettait dans un contexte, en fait, de vivre ces aspects de discrimination en entreprise, qui sont quand même assez intéressants, parce que c'est toujours pareil sur ces sujets-là, par exemple.
vivre entre j'entends, je m'informe, je comprends et je vis la situation, c'est quelque chose qui est complètement différent. Sur le côté, pareil, tu vois, ça revient au même, sur le côté immersion dans un nouveau job, dans une nouvelle boîte ou dans une nouvelle dimension, tu vois, c'est quelque chose qui est intéressant. Sur cet aspect-là, je suis d'accord. Sur l'aspect conversationnel, je suis d'accord aussi, mais est-ce que tu n'as pas peur qu'on ait un futur, en fait, dans lequel on soit toujours suspicieux et dans lequel, justement, on puisse nous mentir et nous apporter énormément de fake news, parce que on le sait très bien, l'IA peut amener des fake news de manière très simple et avec un sentiment de véracité extrêmement important, première chose. Et la deuxième chose, c'est que au-delà de la volonté de nuire en apportant une information fausse, l'IA est quand même encore, même si c'est un peu maîtrisé en France aujourd'hui, est quand même là pour donner une réponse, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Donc, est-ce que tu n'as pas un peu peur, justement, même si, quand je parle, tu vois, je réécoute ce que tu me disais tout à l'heure au début du podcast et je me dis, in fine, aujourd'hui, on peut très bien écouter quelqu'un qui n'est pas une IA, qui nous raconte d'énormes conneries, donc au final, c'est la même chose, mais est-ce que tu n'as pas peur que ça soit un petit peu extrapolé ? En tout cas, l'avenir, franchement, j'espère pas parler qu'avec des IA. Et comme tu le dis, j'espère que l'IA sera au service de l'humain. Et si je veux contacter quelqu'un au service client, c'est vraiment relou de tourner en rond avec une IA. Donc non, j'espère que ce sera pas ce futur. Sur le fait de répondre des choses erronées, je pense qu'on est au tout début quand même de l'IA générative. On prend un peu de recul. Ça fait que 2 ans que c'est live. ChatGPT, c'est dans le top 10 des sites les plus visités au monde, alors que ça n'existait pas il y a 2 ans. Personne connaissait. Donc la courbe d'apprentissage, elle est quand même extrêmement puissante et encourageante. D'autant plus qu'aujourd'hui, si on a une approche éthique un petit peu de l'IA, parce qu'on essaie d'avoir évidemment chez KMB Lab, c'est qu'on va cloisonner en fait ces bases de connaissances. Typiquement, si tu vas sur le site de Carrefour qu'on accompagne, si tu poses des questions sur la guerre en Ukraine, en Israël, peu importe, on va pas te répondre à ces questions. On va lui dire désolé, je suis une IA qui est pas généraliste, je peux juste parler de la partie recrutement marque employeur chez Carrefour. Et ça, je pense qu'on l'aura de plus en plus. Ce sera vraiment des IA qui sont cloisonnées, contrôlées, parce qu'il y aura un impact aussi qui est fort sur l'image de la marque. On accompagne des annonceurs, leur plus grosse angoisse, ils testent à fond les chatbots, ils font appel à des boîtes de conseils pour challenger, éviter ce qu'on appelle l'injection de prompt, et que le chatbot, réponde un peu des énormités, parce qu'ils ont peur des screenshots et que ça affecte la marque. Donc, franchement, les annonceurs sont sérieux sur ces sujets. C'est pas un sujet qui m'inquiète, mais les fake news, oui, parce qu'évidemment, à partir du moment où c'est faux et on le voit, le démenti sera 15 fois moins puissant. Donc ça, c'est inquiétant, mais je pense qu'au travers de la blockchain ou d'autres, il y aura peut-être des vidéos qui seront certifiées. Franchement, là, c'est des sujets qui me dépassent, mais j'espère qu'on arrivera à trouver une solution. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Je pense que la blockchain est une bonne réponse. On l'a un peu mise de côté depuis l'arrivée de GPT. Mais c'est le Web 3, ça fait partie du... Ouais, mais tu vois, dans l'esprit des gens, c'est quand même un peu été mis de côté, tu vois, dans ce développement. Que ça soit toute la partie NFT, Web 3 et compagnie, c'est un peu moins présent, même si pour moi, c'est vraiment le futur. C'est vraiment ça qui va transformer, qui va faire changer la donne dans le futur. Cette arrivée de la blockchain vraiment sur des sujets RH, sur des sujets qui sont humains pour valider, pour vérifier tous ces aspects. Ça, pour moi, c'est vraiment la révolution, la deuxième couche de révolution qu'il va y avoir. Et comme tu le dis, si on l'associe à l'IA, après, ça peut être assez intéressant. Parce que j'ai quand même peur de certaines données. On est en France, alors oui, il peut y avoir des mauvaises utilisations, on peut en parler et tout. Aux États-Unis, quand tu vois ce qu'ils font déjà aujourd'hui avec le côté informationnel, le côté... Tu te dis qu'avec l'IA, ils peuvent faire aussi énormément de choses qui vont avoir entre les mauvaises mains. Et c'est possible que ça arrive dans les mauvaises mains quand tu vois ce qui se passe. Je suis pas super rassuré quand même. Donc j'ai encore quelques craintes et j'espère que la blockchain viendra mettre une couche là-dessus de un petit peu de véracité et de cadre et de supervision qui pourrait être intéressant. L'avenir nous le dira. Merci beaucoup, c'était très cool Kevin. Je remettrai un petit peu tout ce dont on a parlé en commentaire, le lien de KMB Labs, ton lien de LinkedIn et compagnie. En tous les cas, c'était très cool, l'échange était très sympa, ça a été ? Franchement, super. Pour une première, je suis très content. Merci pour tout. Et moi aussi, je suis très content. J'espère que ça vous aura plu. À toutes celles et ceux qui sont allés jusqu'au bout de l'épisode. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci. Félicitations, vous avez encore écouté un épisode du Barbu jusqu'au bout. Le Barbu vous donne des clés pour décortiquer le monde du RH d'aujourd'hui et de demain. C'est gratuit et surtout, c'est fait avec le cœur. Le meilleur moyen de nous aider ? Vous avez juste à mettre un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je compte sur vous et à très vite. Merci encore au Figaro Emploi de soutenir le podcast du Barbu qui parle RH.